Derrière l'image immaculée de la fée de l'enfance, Chantal Goya n'a jamais été exactement celle que le public croyait voir. Non pas parce qu'elle aurait menti, mais parce que son personnage public a été, dès l'origine, une construction consciente, pensée comme un univers autonome. Sur scène, Chantal Goya incarnait un monde figé dans l'innocence. Jeannot Lapin, Bécassine, Pinocchio, des figures qui donnaient l'illusion d'une femme refusant de grandir, presque hors du temps. Dans la vie réelle, elle se révélait au contraire comme une professionnelle rigoureuse, disciplinée, parfaitement lucide sur la valeur et les contraintes de sa propre image. Cette dissociation est au cœur de son parcours. Chantal Goya n'est pas une femme naïve qui aurait par hasard chanté pour les enfants. Elle est une artiste qui a accepté d'endosser un rôle précis, d'en assumer la répétition, la fixité et même l'enfermement symbolique, parce que ce rôle lui permettait de durer. Là où beaucoup d'artistes cherchent sans cesse à se réinventer, elle a choisi la constance comme stratégie de survie dans un milieu instable. Cette constance a un prix, celui d'être enfermée dans une étiquette, d'être parfois méprisée par une partie de la critique et d'être réduite à une fonction mémorielle. Mais derrière cette image figée se cache une ambition artistique plus complexe qu'on ne l'imagine souvent. Chantal Goya a longtemps revendiqué le fait de ne pas vouloir être seulement une chanteuse pour enfants, allant jusqu'à évoquer Barbara comme une référence intime, signe que son horizon artistique initial dépassait largement le conte et la comptine. C'est cette distance entre le personnage et la personne qui explique aussi pourquoi certaines révélations récentes ont pu surprendre le public. Lorsqu'elle évoque aujourd'hui des choix de vie comme le fait de dormir séparément de son mari, ce que l'on appelle désormais un sleep divorce, elle ne confesse pas un scandale caché, mais elle fissure l'image idéalisée d'un couple parfait, fusionnel, conforme aux normes romantiques traditionnelles. Pourtant, dans le milieu artistique, cette réalité n'a jamais été perçue comme une anomalie. Il n'existe aucune source sérieuse désignant un artiste précis comme le premier à avoir douté ou soupçonné ce mode de vie, simplement parce que, pour les proches et les professionnels du spectacle, il n'y avait rien à dénoncer. Les rythmes décalés, les organisations domestiques atypiques, les arrangements pratiques sont monnaie courante dans ce milieu. Ceux qui travaillaient avec elle, musiciens, équipes de tournée, collaborateurs de l'ombre, voyaient bien que la vie réelle d'un couple d'artistes ne ressemblait pas à la mise en scène publique. Les personnes les plus proches de Chantal Goya ont donc très probablement toujours connu cette vérité, mais sans la charger d'une valeur dramatique. Dormir séparément n'était ni un aveu d'échec, ni un secret honteux, c'était un ajustement pragmatique à des rythmes de vie incompatibles. Là où le public projetait un idéal sentimental, les proches voyaient une organisation fonctionnelle. Cette différence de perception est fondamentale. Ce que l'opinion appelle un secret n'est souvent pour ceux qui vivent la situation qu'une habitude destinée à préserver l'équilibre et la paix. Dans cette architecture intime et professionnelle, le rôle de Jean-Jacques Debout est central. Debout n'a jamais été uniquement le mari aimant en retrait, il a été l'architecte silencieux d'une grande partie de l'univers Goya. Auteur, compositeur, producteur, compagnon de route, il a incarné ce que l'on pourrait appeler un bouclier narratif. Non pas pour cacher la vérité, mais pour la cadrer, la rendre intelligible et acceptable aux yeux du public. En présentant certaines décisions intimes comme des choix réfléchis, presque comme des recettes de longévité conjugale, il a transformé ce qui aurait pu être interprété comme un signe de fracture en preuve de maturité. Cette alliance dépasse la simple sphère privée, elle relève d'un pacte professionnel. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout ont fonctionné comme des partenaires stratégiques, conscients que la stabilité de leur couple et la cohérence de leur discours public conditionnaient la pérennité de leur œuvre. Debout, en particulier, a su rester dans l'ombre tout en tenant les rênes de la structure, permettant à Chantal d'occuper pleinement la lumière sans que la mécanique interne ne se dérègle. Il ne s'agit donc pas d'un camouflage, mais d'une gestion maîtrisée de l'image, un art subtil du silence et de la reformulation. Reste alors la question la plus délicate. Les enfants d'hier, devenus adultes, connaissent-ils vraiment la femme derrière la fée ? La réponse est nuancée, mais penche vers le non.
La plupart des spectateurs ont grandi avec Chantal comme avec un souvenir figé, presque sacré. Ils ne souhaitent pas nécessairement la voir évoluer, ni même être confrontés à sa réalité d'adulte. Elle représente un refuge mémoriel, un fragment d'enfance préservé. Dans cette perspective, comprendre la femme réelle, stratège, lucide, parfois désenchantée, peut apparaître comme une forme de trahison symbolique. Pourtant, Chantal Goya n'a jamais totalement refusé cette mise à nu. Ses prises de parole récentes montrent une volonté mesurée de rééquilibrer le regard, rappeler qu'elle est une artiste à part entière, pas uniquement une icône pour enfants, et qu'elle est aussi une femme qui a fait des choix pratiques pour durer, aimer et travailler. Le choc que certains ressentent ne vient pas tant du contenu de ces confidences que de leur effet. Il force à admettre que derrière l'éternel enfant se cache une adulte consciente, avec ses compromis et ses stratégies. En définitive, Chantal Goya apparaît moins comme une figure trompeuse que comme une maîtresse du temps long. Elle a su préserver un royaume imaginaire pendant des décennies, en acceptant que le public n'en voit qu'une façade. Aujourd'hui, lorsqu'elle entr'ouvre la porte sur l'envers du décor, ce n'est pas pour démolir le mythe, mais pour rappeler une vérité simple et profondément humaine. Même les symboles de l'enfance sont portés par des adultes, avec leurs choix, leurs limites et leur lucidité. Lorsque les médias affirment de Chantal Goya « enfin avouée », l'expression est plus lourde de projection que de révélation réelle. Il ne s'agit pas d'un secret noir ni d'un scandale longtemps dissimulé, mais d'une vérité simple, presque banale, que le public n'était pas prêt à entendre tant elle contredisait un imaginaire collectif solidement installé. Ce que Chantal Goya a reconnu, c'est avant tout que sa vie n'a jamais été un conte de fées permanent et que la longévité, affective comme professionnelle, repose souvent sur des choix pragmatiques, loin des mythes romantiques. La confession la plus reprise concerne son mariage. Après des décennies à incarner aux yeux du public une union aussi douce et éternelle que ses chansons, elle a expliqué vivre depuis longtemps sous le même toit que son mari, tout en dormant dans des chambres séparées. Ce modèle, aujourd'hui qualifié de sleep divorce, est présenté non comme le symptôme d'une rupture, mais comme un mécanisme d'équilibre. Les rythmes de vie différents, les exigences physiques et mentales du métier, la nécessité de préserver le calme et le repos ont conduit à cette organisation. Ce n'est pas une rupture du lien amoureux, mais une adaptation. Ce simple détail, pourtant largement répandu dans la vie réelle, a pris des allures de révélation parce qu'il fissurait l'image d'un couple idéalisé, figé dans une harmonie sans aspérité. Cette vérité touche d'abord à la sphère du mariage, mais elle déborde rapidement sur celle des émotions. En filigrane, Chantal Goya admet quelque chose de plus profond. L'amour durable ne ressemble pas toujours à l'amour tel qu'on le raconte. Il n'est pas nécessairement fait de proximité permanente, de gestes spectaculaires ou de nuits partagées. Il peut être fondé sur la distance juste, le respect de l'espace personnel et la renonciation à certaines attentes idéalisées. Pour un public adulte, cette parole résonne comme une forme de sagesse tardive. Pour un public resté attaché à l'image d'une fée éternellement souriante, elle agit comme un léger choc symbolique. À cela s'ajoute une autre dimension, moins romantique mais tout aussi essentielle, la survie professionnelle. Lorsque Chantal Goya évoque la faiblesse de sa pension ou la nécessité de continuer à monter sur scène à un âge avancé, elle ne cherche pas la compassion. Elle met en lumière une réalité structurelle du monde artistique. Même les icônes populaires ne sont pas toujours protégées par le système. Cette part du discours concerne la carrière et la condition matérielle, mais elle renforce indirectement la cohérence de l'ensemble. Derrière la figure rassurante de l'enfance se tient une travailleuse qui a dû toute sa vie gérer, produire, anticiper et continuer parce que le mythe seul ne nourrit pas son interprète. Ces prises de parole ne font pas tant exploser les rumeurs qu'elles les déplacent. Pendant des années, certains ont interprété la distance apparente du couple comme le signe d'un désamour ou d'une crise larvée. La parole de Chantal Goya ne nie pas les faits observables, ils ne vivaient pas selon le modèle conjugal classique, mais elle en renverse la lecture morale. Ce qui était perçu comme une anomalie devient un choix stratégique. La rumeur n'était donc pas totalement fausse, mais elle était mal interprétée. Et c'est précisément ce glissement, cette confirmation partielle suivie d'une relecture, qui donne à la confession sa force médiatique. Faut-il pour autant parler d'un effondrement du mythe ? Pas vraiment.
L'image de Chantal Goya ne s'écroule pas, elle se transforme. Elle passe de la figure intemporelle de la fée à celle plus humaine d'une femme qui a su durer grâce à des compromis adultes. Pour certains, cette évolution est une déception douce, une perte d'innocence par procuration. Pour d'autres, elle est au contraire une source de réconfort. Si même une icône de l'enfance a dû négocier avec la réalité, alors ces compromis deviennent légitimes pour tous. Dans cette reconfiguration du récit, le rôle de Jean-Jacques Debout apparaît en filigrane. Mari, auteur, compositeur et stratège discret, a longtemps participé à la mise en cohérence de l'image publique du couple. Non pas en mentant, mais en orientant le récit, en choisissant ce qui devait être dit et ce qui pouvait rester hors champ. Sa fonction a été celle d'un médiateur entre la réalité et le mythe, d'un protecteur du cadre narratif. En normalisant des choix atypiques et en les présentant comme des clés de longévité, il a contribué à préserver l'équilibre symbolique autour de Chantal Goya tout en lui permettant de fonctionner dans la durée. Reste alors une question plus trouble, celle de ce qui n'est toujours pas dit. Non pas de fautes cachées ou de scandales occultes, mais des zones d'ombre inhérentes à toute vie vécue sous le regard public. Le coup psychologique d'incarner pendant des années une figure de joie et d'innocence est rarement exploré. La fatigue de devoir sourire, rassurer, consoler symboliquement des générations entières d'enfants et de parents reste largement implicite. De même, la dynamique de pouvoir au sein d'un couple où l'un est à la fois conjoint et architecte créatif pose des questions que la parole publique effleure à peine. Enfin, les enjeux financiers, les droits, la gestion d'un patrimoine artistique et symbolique constituent un terrain sensible que peu d'artistes abordent frontalement. Ainsi, ce que Chantal Goya avoue enfin n'est pas une vérité explosive, mais une réalité désacralisée. Elle ne détruit pas le personnage, elle rappelle simplement qu'il a toujours été porté par une femme réelle, avec ses stratégies, ses ajustements et ses renoncements. Le trouble du public ne vient pas de la gravité de la révélation, mais de la confrontation entre le mythe de l'enfance éternelle et la banalité adulte de la vie vécue. Et c'est peut-être là que réside la portée la plus profonde de cette confession, elle oblige à accepter que même les symboles les plus doux reposent sur une lucidité parfois invisible, mais essentielle. Lorsqu'on parle de ce que Chantal Goya a enfin avoué, la question essentielle n'est pas seulement le contenu de la confession, mais le lieu et le moment où elle a choisi de la formuler. Car chez une artiste dont l'image publique repose sur l'innocence et la continuité, le cadre de la parole est presque aussi déterminant que la parole elle-même. Chantal Goya n'a pas livré cette vérité dans un élan impulsif, ni dans l'intimité d'un témoignage écrit. Elle l'a exprimée principalement dans des interviews publiques, accordées à des médias identifiés comme légitimes et relativement bienveillants, avant que ses propos ne soient fragmentés et amplifiés par les réseaux. La confession concernant la vie conjugale en chambres séparées est née dans ce contexte précis, une interview journalistique classique reprise ensuite par plusieurs titres qui l'ont présentée comme une clé de longévité plutôt que comme un symptôme de crise. Le récit n'a pas jailli d'un livre de mémoire conçu pour faire événement, ni d'une confidence privée rendue publique malgré elle. Il s'est inscrit dans un échange cadré, relu, contextualisé, où le ton restait celui de l'expérience partagée. De la même manière, lorsqu'elle a évoqué le montant modeste de sa pension, elle l'a fait sur un plateau de talk-show orienté vers la confidence directe, un espace où la parole brute est attendue, presque ritualisée, et où le public accepte d'entendre des vérités matérielles sans immédiatement les transformer en jugement moral. Ce choix de l'espace médiatique influe directement sur la force de l'onde de choc. Dans la presse écrite, la parole est perçue comme réfléchie, mise en récit, presque pédagogique. Le même aveu livré dans une interview longue devient un témoignage de vie, une réflexion sur le couple ou sur la condition des artistes vieillissants. À la télévision ou dans des formats proches de l'interview filmée, l'impact émotionnel est plus fort. Le chiffre 600 € ou l'expression « faire chambre à part » frappe immédiatement parce qu'elle est prononcée à voix haute, sans filtre apparent. Les réseaux sociaux, eux, n'ajoutent rien sur le fond. Ils découpent, isolent et suraccentuent. Ils transforment une phrase en slogan, une nuance en affirmation brutale. Mais la déflagration initiale n'existerait pas sans ce premier cadre officiel qui rend la parole audible et crédible. On peut donc parler d'un choix calculé, mais non cynique, des lieux de confession. Chantal Goya n'est pas cherché le scandale, elle a cherché le contrôle. En confiant ses vérités à des médias où elle pouvait développer, expliquer, replacer,
Elle s'est assurée que le récit resterait humain plutôt que sensationnaliste. Dire que dormir séparément est un secret de longévité dans un entretien journalistique, ce n'est pas la même chose que de le lâcher au détour d'une émission conflictuelle, où l'aveu serait immédiatement interprété comme un signe d'échec conjugal. De même, parler de difficultés financières dans un talk-show de confidence permet de l'inscrire dans un discours de lucidité et de dignité, plutôt que de laisser planer l'idée d'une chute ou d'une déchéance. Il est tout aussi révélateur de s'interroger sur les espaces où cette parole était jusqu'alors impossible. Le premier est évidemment la scène elle-même, celle où Chantal Goya incarne depuis des décennies un univers d'enfance et de féerie. Sur ce territoire symbolique, le public n'attend pas la vérité nue, mais la continuité du rêve. Introduire des considérations sur l'organisation conjugale ou sur la fragilité financière y aurait brisé l'illusion. Ce n'est pas une autocensure morale, mais une contrainte structurelle. L'artiste qui vend un imaginaire ne peut y injecter brutalement le réel sans risquer de fissurer son propre mythe. Le second espace, longtemps interdit, est celui des formats médiatiques agressifs, où la parole est morcelée, montée, parfois retournée contre celui qui la prononce. Pour une figure associée à la douceur et à la stabilité, s'exposer dans ce type de dispositif aurait signifié perdre la maîtrise du sens. L'absence de confession dans ces lieux ne relevait pas de mensonge, mais d'un instinct de protection. Avec le temps, un espace sûr s'est progressivement dessiné. Il est fait d'interviews longues, respectueuses, où la parole s'inscrit dans un récit de vie et non dans une logique de révélation. Il est aussi constitué de talk-shows spécialisés dans la confidence, où le public sait que l'on parle d'argent, de santé, de couple, sans chercher le coup de théâtre. Enfin, il est lié à un moment biographique particulier, celui où la carrière est suffisamment solide, le symbole suffisamment ancré pour que la vérité n'apparaisse plus comme une menace, mais comme un complément. Dans cette évolution, la présence de Jean-Jacques Debout reste centrale. Compagnon de vie et d'œuvre, il a longtemps participé à cette gestion fine des lieux et des temps de parole. Ensemble, ils ont compris qu'une vérité ne devient acceptable que lorsqu'elle est racontée au bon endroit, dans le bon langage. La confession tardive de Chantal Goya n'est donc pas le signe d'un secret trop lourd à porter, mais celui d'une maturité narrative, la capacité de dire, enfin, sans détruire ce qui a été construit. Au fond, ce qui frappe, ce n'est pas tant ce qu'elle dit que le moment où elle peut se permettre de le dire. Longtemps, la fée de l'enfance n'avait pas le droit d'être une femme ordinaire. Aujourd'hui, dans des espaces choisis, sécurisés, elle peut enfin faire coexister les deux. Et si cette parole semble tardive, c'est peut-être parce qu'il a fallu attendre que le mythe soit assez fort pour survivre à la vérité. À 83 ans, Chantal Goya ne cède pas à la tentation tardive de la confession. Elle choisit son moment. Cette nuance est essentielle pour comprendre pourquoi la parole surgit maintenant et non plus tôt. Ce n'est pas l'irruption d'un secret devenu insupportable, mais l'aboutissement d'un long rééquilibrage entre l'image et la personne. Longtemps, l'image a dominé. Aujourd'hui, la personne reprend la main. À cet âge, le rapport de force avec le marché s'est inversé. Chantal Goya n'est plus une artiste qui dépend de la validation immédiate du public pour exister. Elle est un symbole durable, ancré dans plusieurs générations de mémoire collective. Dire une vérité ordinaire, vivre en chambre séparée, continuer à travailler malgré une pension modeste, ne menace plus sa survie professionnelle. Le risque, autrefois majeur, est devenu marginal. Cette sécurité permet une liberté nouvelle, celle de raconter sa vie sans demander l'autorisation à l'idéal qu'on a projeté sur elle. Il y a aussi, chez les figures publiques arrivées à cet âge, une urgence douce mais réelle à reprendre la narration de leur propre histoire. Ce moment correspond souvent à ce que les sociologues appellent la phase de clôture du récit. Non pas un adieu, mais un désir de transmission juste. Chantal Goya ne cherche pas à choquer, elle cherche à être comprise. Transformer une organisation conjugale en leçon de longévité plutôt qu'en anomalie est une manière de donner sens à des choix longtemps restés hors champ. La vie privée devient alors non plus un secret à protéger, mais une expérience à partager. Si cette parole s'impose maintenant, elle a été facilitée par des déclencheurs concrets. Les apparitions médiatiques récentes liées à l'actualité artistique et commémorative ont créé un contexte propice.
Lorsqu'une artiste revient sur les plateaux pour célébrer une carrière, un spectacle, une mémoire, il est courant qu'elle offre aux médias des fragments de vie capables de relancer l'attention sans dénaturer l'œuvre. L'évocation publique d'une pension modeste, prononcée dans un talk-show de confidence à l'été 2024, a joué ce rôle d'accélérateur. Le chiffre a frappé, non pas par son caractère scandaleux, mais parce qu'il contredisait l'image d'une icône protégée. Cette contradiction a ouvert un espace où d'autres vérités plus intimes pouvaient être entendues sans être mal interprétées. À l'inverse, il est facile d'identifier les moments où parler aurait été dangereux. Au sommet de sa popularité familiale, lorsque son nom était indissociable de la féerie enfantine, toute dissonance risquait de fissurer le pacte implicite avec le public. L'industrie du spectacle pour enfants est particulièrement sensible à la moindre ambiguïté. On y attend une cohérence absolue entre la scène et la vie supposée. Dire alors que l'amour se vit parfois à distance, que la fatigue impose des choix pratiques, aurait pu être lu comme un désenchantement, voire comme une trahison du rêve. À cette époque, l'erreur d'interprétation aurait coûté cher, en contrat, en confiance, en lisibilité. La parole tardive s'inscrit aussi dans une réflexion plus large sur l'âge et la transmission. À 83 ans, la question n'est plus de séduire, mais de laisser une trace juste. Le legs de Chantal Goya ne se limite pas à des chansons, il comprend désormais une manière d'habiter le temps, de durer sans se renier. En parlant de son mariage de façon pragmatique, en évoquant sans détour les réalités économiques, elle redessine son héritage. Elle montre que derrière la douceur de l'enfance se cachait une discipline adulte, faite de travail, de renoncement et d'intelligence pratique. Cette relecture donne de l'épaisseur à l'icône, au vieux de l'amoindrir. Dans cette dynamique, Jean-Jacques Debout demeure une figure clé. Compagnon de vie et d'œuvre, il a longtemps participé à la protection du récit commun, en veillant au choix des moments et des cadres de parole. Le fait que ces vérités émergent aujourd'hui n'est pas une rupture avec cette stratégie, mais son accomplissement logique. La protection a changé de forme. Elle ne consiste plus à taire, mais à dire au bon moment, avec les bons mots. Reste l'hypothèse d'un aveu anticipé, 20 ou 30 ans plus tôt. Il est probable que la réception aurait été plus dure. À une époque où le dormir séparément n'était pas encore compris comme un choix de santé ou de rythme, la lecture dominante aurait penché vers la crise conjugale. La parole aurait été happée par le sensationnalisme, dépossédant l'artiste de son histoire. Certes, on peut imaginer un scénario alternatif, où Chantal Goya aurait été pionnière d'une vision réaliste du couple, mais le bénéfice symbolique aurait été incertain et le risque considérable. Aujourd'hui, la même vérité change de nature. Elle n'apparaît plus comme une faille, mais comme un signe de maturité. C'est sans doute là la clé. Une confession n'existe jamais hors du temps qui la reçoit. À 83 ans, Chantal Goya ne révèle pas un secret, elle achève un récit. Elle accepte que l'on voit enfin l'adulte derrière la fée, non pas pour détruire l'enchantement, mais pour lui donner une profondeur humaine. Et c'est précisément parce que ce geste arrive tard qu'il peut être entendu, non pas comme un aveu coupable, mais comme une transmission apaisée. Pendant des décennies, Chantal Goya a incarné bien plus qu'une artiste populaire. Elle a été un sanctuaire. Pour des millions de Français, elle représentait un refuge affectif, une enfance sans aspérité, un monde où la douceur semblait protégée de la violence du réel. C'est précisément cette fonction symbolique qui explique le long silence qu'elle a entretenu autour de certaines vérités intimes. Son plus grand danger n'a jamais été la critique artistique, mais la désacralisation. Être perçue soudain comme une femme ordinaire, avec des arrangements conjugaux atypiques ou des inquiétudes financières très concrètes, risquait de fissurer l'aura presque sacrée que le public projetait sur elle. Cette peur n'était pas abstraite. Lorsqu'on vend de la nostalgie et de l'innocence, on ne vend pas seulement des chansons, mais une promesse, celle d'un monde immuable. Or, toute parole trop humaine menace cette promesse. Dire qu'un couple durable peut fonctionner avec des chambres séparées pouvait être interprété pendant longtemps comme un aveu d'échec amoureux. Parler d'argent, même avec honnêteté, risquait d'être traduit par déclin ou fin de règne.
et affirmer qu'elle n'était pas seulement une chanteuse pour enfants pouvait être perçu comme une forme d'ingratitude envers ceux qui l'avaient aimée précisément pour cela. Le silence devenait alors une protection, non seulement pour elle, mais pour le mythe collectif. Le prix à payer pour maintenir cette image a été réel. Chantal Goya a dû renoncer à une part essentielle de la complexité humaine, le droit d'être contradictoire, fatiguée, parfois désenchantée. Elle a accepté que le public ne voit qu'une version d'elle-même, lisse et constante, là où toute existence est faite de nuances et de phases instables. Elle a également sacrifié la liberté de dire les choses au moment où elles se vivaient. La vérité devait attendre, mûrir, devenir transmissible sans danger. Enfin, paradoxalement, préserver une image pure impliquait de vivre plus protégé, plus cloisonné, avec une vigilance constante sur les contextes d'apparition et les mots employés. Dans ce sens, le fait de ne pas tout dire n'a jamais été un mensonge au sens moral, mais une stratégie de survie narrative. Le monde du spectacle, surtout lorsqu'il repose sur une figure inattaquable, est impitoyable avec la moindre ambiguïté. Une vérité ordinaire peut devenir un drame par simple changement d'angle médiatique. Le silence, puis la parole tardive et maîtrisée, relève d'un art de la gestion du récit. Attendre le moment où l'on peut encadrer soi-même l'interprétation, transformer un fait brut en expérience de vie, presque en conseil. Ce mécanisme est d'autant plus évident chez les artistes qui vivent de la confiance affective du public. Mais ce contrôle a aussi un coût intérieur. La charge psychologique n'est pas une faute cachée, mais d'un rôle permanent. Être symbole, c'est porter la peur constante de décevoir. C'est redouter qu'un détail banal provoque une relecture brutale de toute une carrière. C'est surtout l'épuisement de la cohérence forcée, ne jamais pouvoir montrer les zones d'incertitude, les compromis, les arrangements nécessaires pour durer. À mesure que l'âge avance, cette tension devient plus lourde à porter. Le désir de déposer le costume gagne en importance, non pas pour provoquer, mais pour respirer. C'est ici que la parole tardive prend tout son sens. En choisissant de parler aujourd'hui, Chantal Goya ne cherche pas à régler des comptes ni à briser une image, mais à l'élargir. Elle ne renie pas la fée, elle y ajoute la femme. Elle accepte que le public découvre que la féerie a été soutenue par des choix pratiques, parfois austères, mais profondément humains. Cette mise à nu partielle n'est pas une capitulation, c'est une réappropriation. Elle empêche que d'autres racontent son histoire à sa place, de manière plus cruelle ou plus simpliste. La question finale est alors double. Veut-elle être comprise autrement ou simplement trouver la paix? Les deux objectifs se rejoignent. Se taire jusqu'au bout aurait peut-être assuré une tranquillité apparente, mais au prix d'un récit figé, incomplet. En parlant, elle offre au public la possibilité de relire son parcours avec plus de maturité, et cette compréhension nouvelle est précisément ce qui permet l'apaisement personnel. Quand la vérité est dite dans le bon cadre, elle cesse d'être une menace pour devenir une conclusion. Ainsi, le silence de Chantal Goya n'était ni faiblesse ni calcul froid. Il était le prix d'un rôle qu'elle a assumé avec loyauté pendant un demi-siècle. Sa parole actuelle n'est pas un aveu de culpabilité, mais un geste de libération douce, celui d'une femme qui, à la fin d'une vie publique exceptionnelle, choisit d'être reconnue non seulement comme un symbole, mais comme un être humain à part entière. Pendant plus d'un demi-siècle, Chantal Goya n'a pas tant dissimulé une vérité qu'elle n'a appris à la rendre invisible. La nuance est capitale. Il ne s'est jamais agi d'un secret enfoui, gardé sous clé, mais d'une gestion patiente et méthodique de l'image publique, destinée à maintenir le public dans un espace précis, celui de la nostalgie et de l'enfance. En cantonnant ses apparitions à l'univers de Marie-Rose, des lapins et des contes, elle a peu à peu habitué les spectateurs à l'apercevoir comme un souvenir collectif, plutôt que comme une femme dont on interrogerait la vie quotidienne. Quand un artiste devient une mémoire, on ne lui pousse plus les questions que l'on réserve aux vivants ordinaires. Cette stratégie reposait aussi sur une banalisation assumée de l'intime. Les choix de vie les plus concrets, comme le fait de dormir dans des chambres séparées, n'étaient pas racontés comme des anomalies dignes d'un récit, mais laissés au rang de simples habitudes domestiques. Ce qui n'est pas dramatisé ne devient pas une information.
Et lorsque la parole surgit enfin, elle conserve ce ton de normalité, presque de désinvolture, comme si l'on révélait une évidence longtemps jugée sans intérêt. Le choix des médias a renforcé cette logique, en laissant la presse et des formats d'interviews bienveillants encadrer le récit sous l'angle du secret de longévité, elle a neutralisé d'emblée toute tentation de scandale. Pour accepter de vivre ainsi avec une image volontairement incomplète, Chantal Goya a dû se convaincre que ce sacrifice était non seulement nécessaire, mais juste. Elle s'est longtemps raconté que le public avait besoin d'elle comme d'un rêve stable, d'un refuge émotionnel. Dans cette perspective, préserver l'illusion n'était pas une trahison de soi, mais une responsabilité affective. Elle pouvait aussi se dire que sa vie privée n'avait pas vocation à être expliquée, surtout dans une société prompte à juger les modèles conjugaux qui s'écartent de la norme. Enfin, comme beaucoup d'artistes, elle a accepté l'idée que tant que le lien avec la scène demeurait intact, le reste importait moins. L'identité publique, même imparfaite, garantissait la continuité de l'œuvre. Lorsque la parole s'est libérée, elle l'a fait sans brutalité. Chantal Goya n'a ni chisoté, ni provoqué. Elle a parlé avec une franchise maîtrisée, une sincérité tempérée par l'expérience. Dire « aujourd'hui j'ai ma chambre » ou expliquer calmement que deux rythmes de vie incompatibles exigent des ajustements concrets, c'est être direct sans être brutal. L'humour léger, les justifications pratiques, la référence au quotidien ont servi de rempart contre la dramatisation morale. Cette manière de dire est une technique éprouvée. Elle ôte au commentateur l'espace nécessaire pour transformer une confidence en procès. La réaction du public a confirmé l'efficacité de cette approche. Une large partie des spectateurs a accueilli la nouvelle avec indifférence ou bienveillance, y voyant une affaire privée sans enjeu collectif. D'autres ont apprécié cette parole, qu'ils ont jugée moderne, presque pédagogique, tant la notion de sleep divorce est aujourd'hui intégrée au discours sur le bien-être et la santé. Il y a bien eu quelques frémissements de déception chez ceux qui préféraient conserver l'image d'une féerie intacte, mais ces réactions sont restées feutrées, sans indignation réelle. Le fait même que la révélation n'ait suscité ni colère ni rejet massif montre à quel point le propos était calibré pour être absorbé sans heurts. À plus long terme, cette confession modifie subtilement la manière dont l'histoire culturelle retiendra Chantal Goya. Elle ne sera plus seulement la fée hors du temps, détachée des réalités ordinaires, mais une artiste consciente, capable de bâtir et de protéger un univers tout en menant une vie réglée par des choix adultes. Loin de fragiliser le mythe, cette couche supplémentaire lui donne de la profondeur. Elle révèle que la douceur offerte aux autres reposait sur une discipline personnelle, sur des compromis et une intelligence de la durée. Dans cette relecture, le rôle de Jean-Jacques Debout apparaît en filigrane comme celui d'un allié silencieux, garant de l'équilibre entre la scène et le réel. Ensemble, ils ont montré qu'un couple peut durer non pas en se conformant à l'idéal romantique, mais en inventant ses propres règles. Ce message, longtemps tenu à distance du regard public, enrichit aujourd'hui l'héritage de Chantal Goya. Ainsi, ce que l'on appelait jadis un secret se révèle surtout être un art de la retenue. En parlant maintenant, sans fracas, elle n'efface pas l'enchantement, elle explique son mécanisme. L'histoire retiendra sans doute qu'elle a su préserver l'enfance des autres en acceptant de vivre, elle, avec une lucidité très adulte. Et c'est précisément cette tension entre rêve et réalité qui donne à son parcours une résonance durable.